Au-delà des tensions diplomatiques entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso tentent un rapprochement. À la demande d'Abidjan, le ministre ivoirien chargé de l'intégration africaine, Adama Dosso, a été reçu par le chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré, le 6 décembre 2025. Dans cette vidéo, nous analysons les enjeux, les motivations et les implications de ce rapprochement diplomatique initié par la Côte d'Ivoire. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Je suis pas surpris parce que, d'abord, ce n'est pas la première fois que Abidjan part au niveau de Ouaga pour essayer de calmer les choses, parce qu'il est important de rappeler que cette dernière rencontre de Ouaga intervient dans un contexte où les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très fragilisées. Ça, c'est la première des choses. Fragilisées du fait de la divergence politique entre l'AES et la CEDEAO, fragilisée par le discours assez souverainiste et hostile envers le pays, la Côte d'Ivoire, fragilisée par les tensions sécuritaires à nos frontières, où vous rappelez que dernièrement, il y a eu comment on appelle ça, des échauffourées là-bas, mais ça s'est calmé. Et puis en fait, il y a la suspicion des deux côtés, parce que... On dit quasi quotidienne. Hein. Pratiquement, à chaque fois, c'est le Burkina qui accuse la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser. Donc, dans ce paysage instable, les deux pays ont choisi de rétablir en fait un canal de discussion. Mais il y a une question existentielle qui demeure, c'est que est-ce que ce dialogue marque un tournant ou est-il seulement un geste stratégique pour calmer le jeu? Un geste stratégique de la part d'Abidjan? Non, des deux pays. Oui. Est-ce qu'ils veulent apaiser la situation? De mon point de vue, je me dis que les deux pays ont vraiment intérêt à apaiser les tensions entre les deux pays. Quand on regarde les liens séculaires, il y a plus de 3 millions de Burkinabés qui vivent ici en Côte d'Ivoire. Si au cas où ça dégénérait, je pense que ça ne sera ni bon pour le Burkina, ni pour la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que le Burkina, quant à lui, en fait, malgré la grandiloquence, les discours souverainistes, assez populistes qu'ils tiennent et autres, force est de constater que le Burkina est en train de se battre pour éviter un isolement diplomatique. Parce que les trois pays ont décidé de se mettre ensemble, tu vois, mais ils sont de plus en plus isolés diplomatiquement. Donc, il faut qu'ils puissent garder, c'est dit aux yeux du monde qu'ils gardent la main, ils ont le contrôle, mais en réalité, ils ne contrôlent absolument rien. Mais bon, c'est de beaux discours. Très bien. Mais pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est dans une situation assez complexe. Oui, parce que la question, c'est que gagne-t-elle à ouvrir le débat, justement? Mais justement, c'est ce que je vous explique. On regarde cela. On a un voisin qui est assez bruyant. On a un voisin qui est dans l'instabilité. On a un voisin qui a beaucoup de problèmes. Donc, si ce voisin qui a beaucoup de problèmes en interne n'arrive pas à gérer ses problèmes, si nous, on ne va pas pour aller vers eux, pour essayer de discuter avec eux, pour trouver des solutions palliatives aux problèmes de la crise du terrorisme, cette guerre asymétrique auquel tous les États aujourd'hui font face. Après, si la digue burkinabé ou la digue malienne, parce qu'aujourd'hui avec le Mali, je ne dis pas que ça va, mais c'est mieux qu'avec le Burkina. Parce que le Burkina, chaque fois, eux, ils sont dans autre chose qui est vraiment c'est complexe. Donc, la Côte d'Ivoire, en état responsable, va vers eux pour leur dire, OK les gars, calmons le jeu, essayons de voir dans la mesure du possible comment on peut faire avancer les choses, parce que vous avez à y perdre et nous aussi on a à perdre. Et je pense que dans cette situation, la Côte d'Ivoire a beaucoup plus à perdre que le Burkina, qui est dans cette posture-là, n'a absolument rien à perdre. Je pense que les relations interétatiques connaissent toujours des hauts, des bas. Ce n'est pas que propre à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Au sommet de l'État, les États se positionnent selon leurs intérêts. À un moment donné, sur le plan idéologique, les deux pays ont été alignés. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des brouilles entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Du temps du capitaine Thomas Sankara, paix à son âme, avec le président Houphouët, ce n'était pas le grand amour, mais les relations entre les populations ont continué. Du temps du président Blaise Compaoré et du président Laurent Gbagbo, la relation n'a pas été qu'étendre entre les deux. Donc c'est un vécu. Il faut s'en inspirer pour entamer une nouvelle dynamique dans la relation. Parce que pour moi, de tous les pays de l'AES, s'il y a un pays dont la Côte d'Ivoire est le plus liée, c'est le Burkina Faso. Liaison sociologique au niveau des populations, échange économique. Le Burkina, c'est l'un des premiers pays investisseurs en Côte d'Ivoire, vice-versa. Et aujourd'hui, les familles réparties sur les deux territoires. C'est pourquoi j'ai commencé par l'aspect sociologique. Et aujourd'hui, la sous-région, à mon avis, elle fait face à plusieurs menaces. Il y a une menace géopolitique. On ne le dit pas souvent, mais il y a certains pays, je prends l'exemple des Émirats qui sont cités comme des soutiens des régimes militaires de l'AES,
qui commencent à s'implanter, mais le Qatar qui est cité comme bras financier d'un certain nombre de groupes armés. Mais il y a aussi le Maroc qui fait son chemin, qui ne le dit pas, mais sur le plan stratégique, le Maroc veut détacher l'AES de la CEDEAO parce que le Maroc a construit un port à Dakhla. Dakhla, c'est dans le Sahara arabe. Et le Maroc souhaiterait construire des infrastructures ferroviaires pour que les pays de l'AES puissent acheminer leurs marchandises à partir du port de Dakhla. Et ce port-là va vivre avec les États de l'AES. Donc il y a tous ces paramètres géoéconomiques, géostratégiques qu'il faut prendre en compte. Donc la Côte d'Ivoire, en tant qu'État, voit tout ça de loin. Le Maroc, c'est un partenaire historique de la Côte d'Ivoire, mais dans les relations internationales, il n'y a pas de clémence. Voilà, ce qui m'arrange, je me bats pour. Donc je me dis que c'est dans cette dynamique que le ministre Dosso décide d'aller parler directement au ministre Traoré, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Quoi qu'il arrive, on peut se fâcher. Les relations diplomatiques ne sont pas rompues. Donc il faut fumer le calumet de la paix. Il faut à un moment donné que chacun d'eux puisse se parler. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Et c'est ce qui est conseiller en tant qu'État. Ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas crier dans les rues de Ouagadougou, dans les rues d'Abidjan qui va arranger les choses. Il faut s'asseoir, il faut se parler. Les deux gouvernements peuvent se parler, ils peuvent se fâcher, ils peuvent à nouveau se parler. Je pense que c'est à ça qu'on assiste. Mais on sent une volonté manifeste du pouvoir d'Abidjan de baisser la tension. Il y a une volonté manifeste. Et cette volonté, je pense qu'elle n'a jamais quitté les pouvoirs publics ivoiriens. Les propos vindicatifs qui sont partis de la Côte d'Ivoire à l'endroit du régime burkinabé n'ont jamais été portés par des officiels ivoiriens. Quelquefois des activistes, parfois nous-mêmes on a été... La Côte d'Ivoire officiellement n'a jamais réagi. Nous ne sommes pas très tendres sur le plateau à l'endroit de ce régime, mais les officiels ivoiriens prennent la parole comme ça et blocader le régime n'ont jamais fait. Là où celui qui incarne même l'exécutif au Burkina, en pleine caméra et en pleine interview, attaque vertement les autorités ivoiriennes. Il cite nommément même le président de la République de Côte d'Ivoire qui l'accuse de projet de déstabilisation. Je pense que l'une des choses, comme vous avez demandé, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que la première chose, c'est d'arrêter déjà de pouvoir lancer des accusations qui ne reposent sur aucun début de preuve. Parce que pour votre gouvernement, il y a environ 1 an et demi, il y a une interview qui est passée du leader burkinabé qui disait qu'il a des preuves et que les preuves allaient suivre dans les jours à venir. Ça nous fait pratiquement 1 an et demi, on n'a jamais vu une once de preuve. Je pense que l'une des premières choses à faire, c'est déjà de sortir de cette logique de toujours tenir des discours guerriers, des discours vindicatifs à l'endroit soit l'un de l'autre. Ça va déjà contribuer à baisser la tension. Et puis après, déployer les canaux diplomatiques, comme ça a été le cas, par exemple, avec le ministre Moussa Dosso récemment, pour qu'en bas, on essaie de faire un travail. Le ministre Moussa Dosso, en tout cas, quand vous écoutez le discours, quand vous écoutez le verbatim, vous voyez que tout le sens de la volonté de la Côte d'Ivoire de vraiment briser ce mur de glace-là et puis réactiver cette relation-là qui n'aurait jamais dû s'interrompre, en fait. Merci d'avoir suivi cette analyse sur le rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les dynamiques diplomatiques en Afrique de l'Ouest évoluent rapidement. Et comprendre ces mouvements est essentiel pour saisir les enjeux régionaux. Quel est ton avis sur cette réconciliation amorcée entre ces deux pays frères? Penses-tu qu'elle annonce des relations meilleures? Quel peut être son impact sur la région? Partage ton avis avec nous dans les commentaires. À très bientôt sur ta chaîne préférée pour un nouveau débrief de l'actualité africaine.